Elle a donné son nom à une station célèbre du métro parisien et pourtant la bataille de Bir Hakeim est un peu tombée dans l'oubli. C'est cet exploit accompli par une poignée d'hommes que Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Cette poignée d'hommes, comme vous dites, était menée par le général Koenig, auquel le chef de la France libre devait écrire « Sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil ». Ces mots n'étaient pas vains, car les troupes en question étaient composées de Français libres, c'est-à-dire ralliés au général de Gaulle, des Français qui, en ces heures cruciales, disons-le, ont sauvé l'honneur du pays. Alors la bataille de Bir Hakeim s'est déroulée du 27 mai au 11 juin 1942. On célèbre donc depuis hier son 70e anniversaire. Or cette bataille a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, parce que en ralentissant l'avancée allemande vers l'Égypte et en permettant aux Britanniques de renforcer leur défense face aux armées de Rommel, cette bataille a rendu possible la victoire d'El Alamein en juillet 1942. Autant dire qu'on est là au moment où la dynamique, où l'avantage passe du camp nazi au camp allié. Eh bien, rappelez-vous qu'avant El Alamein, il y a eu Bir Hakeim. Bir Hakeim, un poste du désert libyen où je vous convie à me suivre maintenant. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Bir Hakeim. On écrivait autrefois Bir Hachem, ça veut dire en arabe le puits du vieillard. C'est le nom d'un ancien poste d'eau perdu dans le désert libyen. Pas la moindre trace de végétation, quasiment pas d'accident de terrain, hormis une légère ondulation, les débris de 2 citernes asséchées qu'on appelle les mamelles et d'un très vieux puits de l'époque romaine, et non pas Rommel qui va arriver dans un instant. Il y a un petit bâtiment pour les bureaux d'une garnison et puis rien, le désert. Je vous dis, pas de point d'eau en dépit de ce nom trompeur. Bir Hakeim se trouve dans l'actuelle Libye, dans la partie est du pays, qu'on appelle à l'époque la Cyrénaïque. On est là à 70 km environ de la côte, qui se trouve donc au nord, bien sûr, 70 km du port de Tobrouk. On est surtout tout près de la frontière égyptienne. On est en plein sur la route que Rommel et ses troupes italo-allemandes ont l'intention de suivre dans leur poussée vers l'est, vers Alexandrie, vers le Caire, vers le contrôle de l'Égypte. Car nous sommes au printemps 1942 et le général allemand Rommel, il n'est pas encore maréchal, il va l'être très bientôt, le redoutable et redouté renard du désert, après avoir essuyé quelques revers depuis que son Afrika Korps est venu au secours des Italiens en mars 41, Rommel a réussi à reprendre l'offensive. En janvier 42, après un repli qui n'était qu'une fausse joie pour les Alliés, il a reconquis une bonne partie de la côte libyenne et il s'est avancé loin en Syrie, dont il a reconquis quasiment la moitié ouest. Rien ne paraît pouvoir freiner son avancée vers l'est, vers l'Égypte. Pour empêcher les Allemands de passer, la 8e armée britannique a tout de même installé une sorte de grande barrière nord-sud, un terrain miné. Quand je dis miné, il compte environ 1 demi-million de mines. Autant dire une ligne infranchissable entre la côte, tout à fait au nord, et puis au sud, Bir Hakeim justement. Rommel a réparti ses forces en 3 groupes. Au nord, 3 divisions italiennes doivent attaquer frontalement en direction de Tobrouk. En vérité, ce sont des Italiens que le renard du désert a décidé de sacrifier. Il s'agit d'un leurre destiné à tromper les Alliés. Au centre du dispositif, d'autres troupes italiennes, grossies d'une division blindée, ont pour mission d'enlever la position de Got el-Waleb. Mais l'essentiel des forces de Rommel, le surpuissant Panzergruppe Afrika, c'est-à-dire 3 divisions blindées allemandes, plus la meilleure division blindée italienne, Rommel l'a placé au sud. Ces forces-là doivent en fait contourner le dispositif britannique par le sud et puis remonter ensuite, on fait un grand virage vers le nord pour aller prendre les Alliés à revers. Le plan est à peu près infaillible et pour tout dire, Hitler et Mussolini s'imaginent déjà en train de réveillonner tranquillement au Caire à la fin de cette année 42.
La division italienne Ariete, qui avance sur la gauche, donc si vous voulez, au nord de ce troisième groupe allemand, la division Ariete a pour mission d'enlever la place de Bir Hakeim, qui est tenue non pas par des Britanniques ou par des troupes de l'Empire britannique, parce que les armées de Sa Gracieuse Majesté sont, disons-le, composées de soldats venus de toutes les colonies. Non, Bir Hakeim est tenu par des Français libres, c'est-à-dire des soldats ralliés au général de Gaulle. Mais oui, Bir Hakeim est occupé par la première brigade française libre sous les ordres du général Koenig. Je disais que les armées britanniques étaient très cosmopolites. Disons que la brigade de Koenig ne l'est pas moins. Elle comprend des soldats coloniaux envoyés à Chypre en 40 et qui, au moment de l'armistice, avaient refusé de regagner la Syrie, des anciens de Dunkerque, mais aussi des marins de Brest et de Cherbourg, une demi-brigade de la Légion étrangère commandée par un Géorgien, des tirailleurs de l'Oubangui, du Tchad, du Congo, des Polynésiens du bataillon du Pacifique et puis quelques soldats venus aussi d'Afrique du Nord et de l'Indochine, ces derniers étant surtout infirmiers et brancardiers. Tous ces Français libres ont donc été affectés par le commandement britannique à la pointe la plus méridionale mais aussi la plus désolée, la plus lugubre, la plus aride, la plus pouilleuse, dira-t-on, du dispositif allié. Et voilà qu'en cet après-midi du 26 mai 1942, des patrouilles légères françaises signalent 2 fortes colonnes ennemies en marche sur Bir Hakeim. À 9h le lendemain matin, donc le 27 mai 1942, 70 chars italiens surgissent du désert pour foncer sur cette position française. Tonnerre d'artillerie, vous imaginez, geysers de flammes et de sable qu'on fait voler dans tous les sens. En quelques instants, 18 chars italiens vont sauter sur des mines. Ils sont aussitôt achevés par les batteries d'artillerie françaises. Les combats sont féroces dès ce premier jour. 6 chars vont néanmoins parvenir, 6 chars italiens vont réussir tout de même à entrer dans la position. Ils sont alors assaillis par les légionnaires qui n'hésitent pas à grimper sur les engins et à tirer au revolver sur les occupants. Finalement, cette offensive italienne se solde par un échec et les prisonniers sont nombreux. Jean-Mathieu Boris est alors sous-lieutenant d'artillerie et il se souvient. Alors que, chargé des transmissions, écrit-il, je suis au PC, au poste de commandement du 2e groupe, un trou dans le sable surmonté de la bâche d'un camion sur ses arceaux métalliques, on m'amène l'officier qui commandait l'attaque italienne, le lieutenant-colonel Pasquale Prestisimone, commandant du 132e régiment de chars. Il a été fait prisonnier après être sorti indemne de 3 chars détruits. Je remarque immédiatement qu'il porte les barrettes de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre 14-18. Je suis un officier de l'armée royale. J'ai combattu avec la France en 1917. Ma femme est française et quand j'ai su que j'allais combattre des Français, j'ai eu le cœur brisé, mais je ne pouvais pas me dérober et je n'ai pas cherché à éviter la mort, dit-il. Le colonel restera avec nous quelques jours, nous dit le lieutenant-colonel Boris, avant d'être évacué vers l'Égypte à l'occasion de la rupture temporaire de l'encerclement. Pendant ce temps, nous aurons eu enfin au PC du 4e groupe, au PC du groupe, un 4e pour jouer au bridge. Le 28 et 29 mai sont un peu plus calmes, même s'il faut accueillir quelques 600 soldats indiens de l'armée britannique, des prisonniers que les Allemands ont abandonnés dans le désert pour ne pas avoir à les nourrir. Le samedi 30 mai, les patrouilles de reconnaissance croient pouvoir conclure à la retraite générale de l'ennemi. Bir Hakeim, qui est entouré maintenant d'un véritable cimetière de chars, tout ce que les Italiens ont abandonné, Bir Hakeim peut respirer. Enfin, ça, c'est ce que les Français croient. Le lendemain, le commandement britannique ordonne au général Koenig de se porter en avant jusqu'à la position de Rotunda Seniali. On est là beaucoup plus à l'ouest. C'est ce qui explique que le 1er juin, le bataillon du Pacifique, qui est l'avant-garde de la première brigade, prenne la route vers l'ouest. Ce même jour, le patron des forces françaises libres en Afrique, le général de l'Armina, vient féliciter en personne les hommes de Koenig. Et pourtant, ni l'Armina ni Koenig ne se font d'illusions à ce moment-là. Les bombardements aériens que subit bientôt Bir Hakeim leur donnent raison, de même que l'annulation par le commandement britannique de l'ordre de mouvement vers l'ouest. En vérité, Rommel, à ce moment-là, a pris une décision terrible. Il a décidé d'en finir lui-même avec Bir Hakeim afin de n'avoir plus à craindre sur ses arrières ces soldats français dont il se méfie beaucoup. Dans la matinée du 2 juin,
Les premiers obus allemands de 105 commencent à arroser la position, une position qui répond à coups d'obus de 75. Je reprends les mémoires du lieutenant-colonel Boris, ça s'appelle Jean-Mathieu Boris, ça s'appelle « Combattant de la France libre » et il nous raconte donc ses propres souvenirs de Bir Hakeim. Les premiers obus de 105 et de 88 tombent sur Bir Hakeim, écrit-il. Notre artillerie riposte, incendiant quelques véhicules à notre portée. Au début de l'après-midi, Bir Hakeim est enveloppé par un vent de sable. Vers 20h, 2 officiers britanniques envoyés par les Allemands qui les ont fait prisonniers se présentent à la chicane Est. Ils sont porteurs d'un message de Rommel. Ce message est rédigé en allemand et il est signé de la propre main du général. Aux troupes de Bir Hakeim. Toute nouvelle résistance m'amènerait jusqu'à verser le sang inutilement. Vous subiriez le même sort que les 2 brigades qui se trouvaient à Got el-Walab et qui ont été exterminées avant-hier. Nous cesserons le combat dès que vous hisserez le drapeau blanc et viendrez vers nous en armes. Alors à ça, le général Koenig répond, il répond à sa manière, très militaire. Premièrement, nous devons nous attendre désormais à une attaque sérieuse. Tout moyen combiné, aviation, char, artillerie, infanterie, elle sera puissante, explique le général Koenig à ses hommes. Deuxièmement, je renouvelle mes ordres et ma certitude que chacun fera son devoir sans faiblir, à sa place, coupé ou non des autres. Troisièmement, notre mission est de tenir coûte que coûte jusqu'à ce que notre victoire soit définitive. Quatrièmement, bien expliquer cela à tous, gradés et hommes. Cinquièmement, bonne chance à tous. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une bataille héroïque des Français libres qui devait changer le cours de la Seconde Guerre mondiale que nous raconte aujourd'hui Franck sur Europe 1. On ne vous entend pas, ça y est, on vous entend, je crois. La célèbre mais parfois oubliée bataille de Bir Hakeim, disais-je. Il faut imaginer les pilonnages d'artillerie, les bombardements de plus en plus intenses par des vagues de Stuka qui arrivent en formation en V, comme des oies. La situation se dégrade d'heure en heure à Bir Hakeim et pourtant la position tient. Elle parvient à être ravitaillée en munitions par les Britanniques dans la nuit du 5 au 6 juin et Rommel s'exaspère. « Il me faut Bir Hakeim », dit le renard du désert. « Le sort de mon armée dépend de cette position ». On se demande jusqu'à quel point le général allemand ne s'est pas focalisé sur cette position de Bir Hakeim. Le 6 juin à 13h, l'infanterie allemande attaque. De nouveau, le récit de Jean-Mathieu Boris, combattant de la France libre. Avec la journée du 8 juin, écrit-il, l'attaque ennemie débouche face au bataillon de marche numéro 2. Les pionniers allemands ouvrent un passage dans les champs de mines. La bataille dure tout le jour, appuyée par des passages répétés de dizaines de bombardiers Junker. Ce jour-là, les tirs débutent vers 7h. Au milieu de l'après-midi, je suis de permanence au PC du groupe. Le téléphone sonne. La 3e batterie demande le médecin. L'aspirant Théodore vient d'être blessé. Duval n'est pas là et je me précipite à la position de batterie à 100 mètres du PC. Gérard a eu la jambe coupée par un obus fusant de 88. Avec l'aide de Laurent Ravix, je lui assure un garrot en attendant son évacuation vers l'ambulance chirurgicale. Je reçois alors l'ordre de le remplacer comme lieutenant de tir de la 3e batterie. Je demande au commandant pourquoi il m'a choisi alors que le lieutenant Kervizik est plus ancien que moi. La réponse revient cinglante. C'est un officier qui n'a pas de chance. Il devait être blessé un peu plus tard et mourir en captivité. Ayant pris mon commandement, je me déplace sur la position de batterie, coiffé de mon casque français. On m'appelle de l'abri enterré situé légèrement en arrière. Message du commandant. Je m'approche et me penche vers le radio qui sort la tête en me tendant un papier. Son casque heurte le bord de l'abri. Il se relève. Ma tête est à quelques centimètres de la sienne. Il s'effondre. Une balle en plein front. Liberté sur Europe 1, extrait de Figure humaine de Francis Poulenc sur un poème de Paul Éluard. Une musique que Francis Poulenc était en train de composer au moment même de la bataille de Bir Hakeim.
Alors Jean-Mathieu Boris, mon témoin des effroyables combats de Bir Hakeim, est avec nous dans ce studio et je l'en remercie très chaleureusement. Merci monsieur d'être ici et merci d'avoir été là, si je puis dire. Vous avez, avec tous vos camarades, tenu cette position pendant beaucoup plus longtemps qu'on aurait pu l'imaginer, jusqu'au 11 juin en vérité. Jean-Mathieu Boris, vous avez donc tenu pendant tout ce temps et vous êtes là pour nous le raconter. Oui, volontiers. Que puis-je vous dire ? Ça a été pour vous, j'imagine que vous en conservez encore aujourd'hui tout le souvenir. Ah oui, ça, il y a des souvenirs comme ceux-là ne s'effacent pas. C'est évident, j'avais 21 ans. Et donc, et la mort d'un de mes camarades m'avait beaucoup affecté. Un de mes amis d'enfance qui a été tué le 6 juin, justement. Et parmi les morts à ce combat, il y avait le père de François Broche, qui est historien de la Seconde Guerre mondiale et qui fait paraître dans la collection de poche des éditions Perrin chez Tempus un Bir Hakeim, qui est toute l'histoire de cette bataille. Votre père est resté, lui, à Bir Hakeim. Mon père commandait le bataillon du Pacifique, qui venait donc de Tahiti et de Nouméa, et qui tenait la position au sud de Bir Hakeim, par où s'est effectuée la sortie dans la nuit du 10 au 11. Malheureusement, il n'a pas pu y participer car il a été tué par un éclat d'obus ennemi la veille de la sortie, au soir du 9 juin. En effet. Vous dites que je suis historien, j'ai quelques raisons donc personnelles m'intéresser à ce sujet. Et à cette bataille dont on va voir à quel point les conséquences ont été considérable, non seulement dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans la position du général de Gaulle et donc dans l'issue de la guerre elle-même. Nous allons en parler, si vous voulez bien, tout à l'heure. J'aimerais que vous nous disiez, Jean-Mathieu Boris, à votre époque, on disait sur les cartes, il n'avait pas écrit Bir Hakeim, il y avait écrit Bir Hachem. Et d'ailleurs, vous continuez, vous, à dire Bir Hachem. Oui, enfin, nous avions pris l'habitude, les cartes qu'on nous a remises, et portaient H-A-C-H-E-I-M, et nous ne savions pas que, en fait, c'était une transcription d'un nom arabe et ça se prononçait Bir Hakeim, qui voulait le puits du sage ou le puits du médecin. Du vieillard. Et nous avons gardé cette habitude. Nous n'avons pas raison d'en changer. Donc aujourd'hui encore, vous dites Bir Hachem. Entre nous, oui. Et c'est ce qui distingue ceux qui ont été là-bas de tous les autres qui disent bêtement Bir Hakeim. Ce que je n'ai peut-être pas suffisamment précisé, c'est l'incroyable déséquilibre des forces qui pouvaient exister, puisque face aux 32 000 soldats alignés par Rommel, vous n'étiez guère que 3700 3743, je crois. Mais nous l'avons appris qu'il y avait 32 000 soldats en face que bien plus tard, en lisant les journaux. Sur le moment, nous savions qu'il y avait beaucoup de gens qui nous tiraient dessus. Il y avait des centaines et des centaines d'obus qui tombaient. Il y avait des bombardements d'aviation avec des centaines de tonnes de bombes. D'ailleurs, le maréchal Kesselring, allemand, a dit que les avions envoyés à Bir Hachem avaient cruellement manqué à Stalingrad. C'est tout dire. Alors que la position ne faisait que 16 km². À partir du moment où la guerre devient mondiale et où les fronts s'allument un peu partout, le véritable enjeu de cette guerre, c'est la disposition des forces sur ces différents fronts. Ça, c'est une des clés pour comprendre l'évolution de la Seconde Guerre mondiale et vous venez de nous en donner un exemple sur le terrain. Alors le terrain en question, il faut l'imaginer sous un soleil brûlant, il y a beaucoup de sable évidemment, on est dans le désert, il y a de la poussière évidemment, des tempêtes de sable également, les conditions sont épouvantables. C'était très désagréable. Il y avait le vent de sable, il y avait la chaleur. On mangeait de la poussière, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on disait que le sable pénétrait même dans les boîtes de conserve fermées. Mais enfin, c'est un peu exagéré. Mais néanmoins, il y avait beaucoup de mouches aussi, qui étaient des vecteurs de maladies. Et puis, on manquait d'eau. Il y avait de l'eau qui n'était pas très bonne en plus, qui venait depuis du côté de Tobrouk, qui était un peu saumâtre, et souvent transportée dans des citernes qui avaient aussi servi à transporter de l'essence. Alors nous voyons tout cela évidemment avec le recul. Nous savons que cette bataille a duré du 27 mai 42 au 11 juin. Mais lorsqu'on vit les événements, bien entendu, on ne sait pas jusqu'à quand ça durera. Et vous pensiez au départ devoir tenir combien de temps ? C'était les Italiens qui vous attaquent dans un premier temps. Il y a eu l'attaque italienne du 27 mai qui a été repoussée. On a été tranquille pendant quelques jours, puisqu'il y a eu des ravitaillements qui sont venus
entre le 27 mai et le 2 juin, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que vous vous rappelez une surprise au moment où l'on découvre que les Allemands, en quelque sorte, font demi-tour et vous attaquent, et que Rommel lui-même s'occupe de cette position française? Bon, on ne l'a pas su. Vous l'avez pas su? Non, si vous voulez. Koenig le savait sûrement, mais au niveau d'un aspirant d'artillerie, on n'était pas toujours au courant de ce qui se passait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce siège, car c'est un siège, se solde, on pourrait presque dire militairement par une défaite, puisque vous êtes obligé d'évacuer la position finalement. Il faut le dire, ça à la toute fin. Donc le 10 et 11 juin 1942. C'est pas vraiment une défaite. Alors non, mais voilà, c'est pour ça. On va beaucoup nuancer, puisqu'en fait c'est même une grande victoire. Mais sur le terrain, dans un premier temps, vous évacuez la position. On reçoit des Anglais l'autorisation de regagner les lignes britanniques si nous pouvons. Parce qu'il n'était pas question de se rendre. Donc il fallait faire... Koenig a décidé une sortie de vive force, parce que nous étions encerclés. Donc il fallait percer les lignes allemandes pour pouvoir sortir. Heureusement, les Allemands n'ont pas très bien compris ce qui se passait, c'était la nuit. Ils ont d'abord cru que c'était les ravitaillements qui nous arrivaient, et quand ils s'en sont aperçus, c'était trop tard. La preuve, c'est que le lendemain, le 11 juin, Rommel a attaqué la position comme si nous y étions encore. Et évidemment, ils sont entrés sans coup férir, puisqu'il n'y avait plus personne, que quelques types qui étaient restés endormis dans leur trou. Comment avez-vous été accueillis par les Britanniques lorsque vous avez réussi à échapper à cette nasse? Heureusement, avec beaucoup d'eau, parce qu'on avait très soif. Oui, ça je veux bien vous croire. Merci beaucoup de ce témoignage, Jean-Mathieu Boris. C'est très émouvant de vous entendre, vous qui y étiez, nous raconter. Nous faisons souvent de l'histoire du XIVe ou du IXe siècle, c'est moins facile évidemment. Oui, bien sûr. Nous vous retrouvons dans un instant, ainsi que François Broche, l'auteur de Bir Hakeim. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Mathieu Boris, qui est l'un des derniers grands témoins de la France libre et de la bataille de Bir Hakeim. Également avec nous François Broche, qui est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez dit, Franck, il est le fils du lieutenant-colonel Félix Broche, compagnon de la Libération. Et qui est mort donc à Bir Hakeim. Alors François Broche, avant que je ne lise un extrait de votre livre qui va nous éclairer sur l'issue de cette bataille elle-même, vous teniez à revenir sur les circonstances de l'évacuation du poste, sur décision du général Koenig. Je vous précisais qu'il ne s'agissait pas d'une défaite militaire, bien sûr. Qu'il s'agissait d'un choix délibéré du général Koenig, qui avait reçu du haut commandement allemand la veille de l'évacuation un message disant que la position de Bir Hakeim avait cessé de présenter un intérêt stratégique et que donc il pouvait l'évacuer, mais que s'il décidait d'y rester, on lui enverrait des secours. Koenig n'a pas mis beaucoup de temps à peser sa décision. Il n'avait aucune envie de rester dans Bir Hakeim et d'y mourir glorieusement les armes à la main et d'attendre des secours britanniques qui peut-être auraient mis quelque temps à venir. Donc il a décidé l'évacuation. Et il savait en décidant cette évacuation, qui s'est passée dans la nuit du 10 au 11 juin, que... elle poserait d'énormes problèmes et qu'elle entraînerait beaucoup de pertes humaines. Mais en tout cas, les Allemands n'ont pas enlevé la position de Bir Hakeim. Ou alors, comme le disait Jean-Mathieu Boris tout à l'heure, ils ont enlevé une position qui était vide de ses défenseurs. Donc il s'agit bel et bien, non pas d'une défaite, d'un retrait délibéré après avoir tenu une décision libre de Koenig, après avoir tenu 15 jours. C'est incroyable. On peut peut-être insister aussi, enfin vous avez fait un récit tout à fait remarquable, mais on peut insister sur l'importance des champs de mines et des marais de mines autour de Bir Hakeim. Parce qu'on se demande comment Jean-Mathieu et ses compagnons ont tenu 15 jours, alors qu'à 1 contre 10, comme vous le rappeliez tout à l'heure, la logique impose que la force du nombre les combattants minoritaires doivent être submergés fatalement. Or, ils ne l'ont pas été, loin de là. Et on a pu dire, au point qu'on a pu dire que le concepteur et l'installateur du dispositif de mine autour de Bir Hakeim, le colonel Gravier, a été le véritable vainqueur de Bir Hakeim. Mais enfin, ça, on entre dans un autre débat. Alors, la position est évacuée donc le 10 juin et le 12, écrivez-vous, un communiqué de Radio Berlin annonça que les Français blancs et de couleur faits prisonniers à Bir Hakeim seraient exécutés car ils n'étaient pas considérés comme membres d'une armée régulière. C'est la petite vengeance, si je puis dire, des Allemands. 1 heure plus tard, De Gaulle fit diffuser par la BBC, rappelez-vous, le communiqué suivant. Si l'armée allemande se déshonorait au point de tuer des soldats français faits prisonniers en combattant pour leur patrie, le général de Gaulle fait connaître qu'à son profond regret, il se verrait obligé d'infliger le même sort aux prisonniers allemands tombés aux mains de ses troupes.
L'aurait-il fait? Demandez-vous. On ne le saura jamais, mais il est permis d'en douter. Une forme aussi primaire de représailles n'était guère compatible avec les idéaux de la France libre. L'essentiel était que les Allemands l'en aient cru capable. Le principe de la dissuasion jouait à plein, car le soir même, la radio de Berlin apporta cette importante précision. À propos des militaires français qui viennent d'être pris au cours des combats de Bir Hakeim, aucun malentendu n'est possible. Les soldats du général de Gaulle seront traités comme des soldats. Et pour de Gaulle, écrivez-vous, ce second communiqué était une nouvelle victoire. Une nouvelle victoire car décidément, cette bataille de Bir Hakeim, cette position tenue par des Français libres, on a envie de dire enfin, on est là donc en mai-juin 1942, c'est le retour du général de Gaulle dans la Seconde Guerre mondiale. Je crois que cette date est importante parce que 2 ans après l'appel du 18 juin qui a marqué la fondation de la France libre, on assiste à une véritable refondation de la France libre. Parce que depuis 2 ans, tout n'a pas été rose pour le général de Gaulle, et notamment au printemps 42, où il a multiplié les difficultés, les ennuis. Certes, il a livré quelques... Tous les obstacles se dressent contre lui. Tous les obstacles, et on peut même un problème de reconnaissance énorme. Voilà, il était totalement méprisé, enfin sous-estimé en tout cas par les Anglais, qui débarquent à Madagascar au début du mois de mai 42 sans l'en informer, sans lui demander son avis. Donc il n'est pas du tout reconnu comme un allié à part entière. En plus, on peut ouvrir une petite parenthèse sur son état de santé qui est désastreux. Il a une crise de paludisme à ce moment-là et son entourage assiste à une dégradation qui ne peut qu'entraîner la mort à court terme. Heureusement qu'il est soigné à temps. Donc c'est une refondation parce qu'il est reconnu non seulement par les ennemis, vous venez de citer la réaction de Radio Berlin, mais par les alliés qui enfin ouvrent les yeux sur l'efficacité que la brigade française libre a eue dans le combat retardataire contre l'offensive romaine vers l'Égypte, alors même qu'au nord de la position de Bir Hakeim, eux-mêmes étaient en train de connaître quelques déboires, mais en plus saluent ce courage et vont reconnaître enfin le général de Gaulle et la France libre comme un allié à part entière. On peut dire que c'est parce qu'il y a eu Bir Hakeim en juin 1942 que de Gaulle va se retrouver à la table des vainqueurs 3 ans plus tard. C'est ça, pour lui ça a été un événement d'une importance considérable et d'une façon plus générale pour l'image d'une France dont le moins qu'on puisse dire est qu'en ce printemps 1942, elle était considérablement ternie. Image relevée bien sûr par les Alliés. Alan Moorehead écrit « Un rayon de la gloire de Verdun avait éclairé Bir Hakeim. En quelque endroit qu'on allât, chaque soldat de notre 8e armée britannique était fier des Français, mais reconnu aussi par l'ennemi, et quand je dis par l'ennemi, par Hitler lui-même. Lorsqu'on annonce à Hitler que finalement les Français ont évacué la position, mais qu'ils ont réussi à tenir 15 jours contre son nouveau maréchal Rommel, vous entendez ce que raconte Corr, dit-il en séance d'état-major. C'est une nouvelle preuve, dit Adolf Hitler, de la thèse que j'ai toujours soutenue selon laquelle les Français sont après nous les meilleurs soldats d'Europe. Il nous faudra absolument après la guerre nouer une coalition capable de contenir militairement la France. C'est ce qui s'appelle l'hommage de l'ennemi. Ça. Oui, l'hommage du vice à la vertu. Oui, enfin, faut pas trop y accorder d'intérêt. Ce qui est important en tout cas, c'est que Bir Hakeim a permis de retarder durablement Rommel, qui s'est obstiné, parce que Rommel était un mauvais stratège, était un brillant soldat, il s'est obstiné à vouloir réduire cette position qui n'avait plus d'intérêt pour lui. Et ensuite, le rendez-vous a été pris avec les Anglais à El Alamein au mois d'octobre suivant. Et donc... Bir Hakeim a permis la victoire d'El Alamein, a permis aux Anglais de se refaire à El Alamein. Ça, c'est la principale conséquence de cette bataille de Bir Hakeim. Nous y venons dans un instant. Donc François Broche disait à l'instant effectivement qu'il est très difficile de le situer historiquement parce que l'action du film se situe effectivement pendant l'année 42 et on est bien dans cette région-là, mais quand exactement et quelle place par rapport à Bir Hakeim et par rapport à El Alamein? Il se situe en effet bien, il n'est pas question du tout de Bir Hakeim, il se situe en effet en Libye, pendant la guerre du désert, on ne sait pas précisément à quel moment. Les hommes qui y participent, les Français... Les Allemands appartiennent à l'Africa Corps, bien sûr, mais les Français, on ne sait pas trop à quelles unités ils se rattachent. Donc tout ça reste dans un flou, mais finalement, sur le plan
du spectacle, du cinéma, c'est très réussi. C'est un très beau film de Denis de la Patelière. Avec une très belle interprétation. Je reprends le récit de Jean-Mathieu Boris, combattant de la France libre. J'accompagne, écrit-il, on est là au milieu à peu près du conflit, on est de cette bataille de Bir Hakeim le 4 juin. J'accompagne dans son inspection des positions de batterie le capitaine Bricogne, commandant le 2e groupe, quand explose une salve d'obus. Je me couche et j'entends la voix ironique du capitaine. « J'espère que vous ne vous êtes pas fait mal en tombant, monsieur l'aspirant. » Je me relève tout confus et par la suite, malgré les tirs, je reste debout avec le sentiment de dominer le monde. Excellente leçon pour un jeune officier, et de ce jour et à travers tous les combats qui ont suivi, j'ai toujours tout fait pour éviter de montrer la peur qui allait souvent m'étreindre. C'est une dimension qu'il ne faut évidemment pas oublier lorsqu'on évoque le sacrifice et la bravoure de ces hommes qui à Bir Hakeim ont tenu pendant 15 jours face aux troupes italo-allemandes de Rommel. La peur était quand même présente, monsieur Boris. Vous savez, quand on se fait tirer dessus, bien évidemment. Si les gens disent qu'ils n'ont pas peur, ou bien ils mentent, ou ils sont inconscients, c'est impossible. Quand on voit tomber des gens autour de soi, on se dit que le prochain bus est pour vous. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai échappé de très près à la mort, et bon, on ne sait pas pourquoi, j'ai eu de la chance, quoi. Oui, et en même temps, j'imagine que à chaque fois que vous voyiez tomber, vous racontez la mort d'un de vos amis, même très anciens amis, d'autres amis qui sont blessés dans votre propre bataillon. Il y a énormément de blessés aussi. Dans la batterie, il y a des Il y a des morts et des blessés, bien sûr. Et 4 chefs, il y avait 6 canons, 6 chefs de pièce, et 4 ont été tués pendant la bataille. Et puis, d'autres aussi. Il est possible de faire un bilan très, très précis, François Broche ? Il y a beaucoup de bilans. Aucun bilan précis n'a été vraiment établi à l'unité près. On a simplement considéré que, globalement, pour donner un ordre de grandeur, Bir Hakeim a coûté environ 1500 hommes à la France libre, qui tous n'ont pas été tués. Donc, tués, blessés, disparus, faits prisonniers et disparus, car il y a également une comptabilité, il y en a quelques dizaines ou un peu plus de 100 je crois, dont on n'a jamais retrouvé la trace. Donc en gros, ça a coûté 15, il y a quelques centaines de tués ou blessés, mais on n'a pas pu établir un bilan précis, et en face non plus d'ailleurs. Alors Rommel a été donc freiné, c'est le moins qu'on puisse dire, et même arrêté pendant 15 jours dans sa progression vers l'Est et vers l'Égypte grâce à la position du général Koenig sur Bir Hakeim, qui tenait bon. Quelles ont été les conséquences strictement stratégiques? Il faut dire, je ne veux pas dédouaner Rommel, dont je pense qu'il était un mauvais stratège, mais il avait quand même reçu l'ordre du maréchal Kesselring, qui était son supérieur, qui était le commandant en chef allemand sur le théâtre méditerranéen, de réduire ce sale trou, ce sont les mots employés par Kesselring, ce sale trou de Bir Hakeim avant de poursuivre. Alors peut-être que il a un peu trop respecté l'ordre à la lettre. Il a un peu trop respecté l'ordre, en effet. Donc il a perdu 15 jours, et ces 15 jours ont permis aux Anglais de ratrouper toutes les unités qui étaient disponibles dans l'ensemble du Moyen-Orient. Beaucoup venaient d'Arabie Saoudite, d'Irak, du Levant, et d'attendre les Allemands, d'attendre la sur la route d'Alexandrie, donc à El Alamein. Voilà, près de la frontière égypto-libyenne, à El Alamein, où aura lieu la bataille décisive. Là. Et qui là est une victoire des Alliés, et qui donc... Là, c'est une victoire, alors pas du tout ambiguë, sans embâche. Rommel est complètement défait, et il commence cette espèce de descente aux enfers qui sera pour lui le reflux vers la Tunisie. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale elle-même ? El Alamein était absolument un tournant. Au même moment, vous avez Stalingrad, vous avez Midway dans le Pacifique. Il y a ces 3 batailles qui constituent un tournant. À partir de là, tout est irréversible. Il y aura simplement... La dynamique change de camp, objectivement. La dynamique change de camp. Il y aura simplement, tout à fait à la fin, la contre-offensive des Ardennes qui donnera, en décembre 1944, l'illusion à l'Allemagne qu'elle peut renverser le courant. Mais non, c'est trop tard. J'ai évoqué tout à l'heure le caractère cosmopolite des armées qui se battent aussi bien j'ai noté que vous avez fait une petite énumération des diverses composantes.
Mais on peut la prolonger, cette énumération. Parce qu'il y avait tous les Africains de l'Empire étaient représentés, toutes les ethnies africaines. Ce qu'on appelait l'Oubangui-Chari était un composé d'une douzaine ou une quinzaine d'ethnies. Toutes les ethnies étaient représentées. Les Sénégalais, les Congolais. Il y avait une brigade nord-africaine qui était composée d'hommes des 3 territoires de l'Afrique du Nord. Vous aviez des Mauriciens, des Vietnamiens, vous avez évoqué les Tahitiens, il y avait également les Calédoniens, et parmi les Calédoniens, il y avait les Vietnamiens. Comment tous ces hommes pouvaient-ils s'entendre entre eux, Monsieur Boris ? Vous savez, dans l'armée, on obéit aux ordres. Il n'est pas une question de s'entendre ou de ne pas s'entendre. L'encadrement était quand même de carrière et donc marquait son autorité. Ça ne devait pas être très facile de commander pour le général Koenig et pour ses subordonnés. Ça ne devait pas être très facile de commander à des hommes d'origine aussi diverses. Je ne pense pas. Je pense qu'une fois qu'on est dans l'armée, on a l'habitude de la discipline faisant la force principale des armées. Non, surtout, c'était d'autant plus difficile que les Français libres par nature par tempérament étaient des gens râleurs. Ils avaient assez râlé pour creuser pendant plusieurs mois des trous individuels dans la position avant l'attaque allemande. Et ils en ont vérifié ensuite l'utilité, et ils étaient volontiers querelleurs entre eux. Enfin, tout ça, finalement, finissait par s'arranger. Alors, il y avait, à propos des composantes de la force de la brigade française libre, il y avait une seule composante, contrairement à la propagande allemande, qui n'existait pas, c'était le bataillon juif. La propagande allemande disait qu'il y avait un bataillon juif qui comprenait 1000 hommes. Alors, il y avait certes des juifs un peu partout dans toutes les unités, mais il n'y avait pas de bataillon juif. Alors, un journal nazi avait parlé d'un sauvage mélange de races à propos de la brigade française libre. À l'adjectif près, évidemment, l'expression était juste. C'était en effet un mélange de races extraordinaire. J'aimerais qu'on réserve les tout derniers mots de cette émission au général Koenig lui-même, auquel Dominique Lormier consacre d'ailleurs une biographie, Koenig, l'homme de Bir Hakeim, aux éditions du Toucan. Ce général Koenig était vraiment un meneur d'hommes exceptionnel. Effectivement, je dois dire, je l'ai bien connu, j'étais très jeune. Je l'ai donc approché, j'ai souvent recueilli ses confidences. Mais Koenig m'a dit un jour, c'était le général de l'Armina qui commandait la brigade française libre. Oui. Mais l'Armina était assoiffé de grands commandements. Et Koenig était un personnage finalement sans ambition. Il était capitaine en 1940. Il était sans ambition militaire. Et il m'a dit, l'Armina aurait dû avoir la gloire, c'est moi qui l'ai eu. Ça s'est passé comme ça. Il était très modeste et très... Bon, il a été fait maréchal de France tardivement, mais enfin, je pense qu'il le méritait. J'imagine qu'après la guerre, vous avez eu l'occasion de le revoir, Monsieur Boris, de revoir le général Koenig. Oui, certainement. Il y avait, si vous voulez, il y avait à la France libre, du fait que nous étions tous des volontaires, il existait, en dehors des périodes où on recevait des ordres, où la hiérarchie était strictement respectée, il y avait une camaraderie qui faisait abstraction de la différence de grade. Donc nous avions des rapports d'amitié qu'il n'y a pas normalement entre un officier subalterne et un général. Et j'imagine que c'était un très grand monsieur. Vous savez, pour nous, c'était... Un compagnon d'armes. C'était un compagnon d'armes, on respectait, on avait de l'admiration pour lui, mais c'est tout. Votre témoignage s'appelle « Combattant de la France libre », Jean-Mathieu Boris, avec une préface de Jean-Louis Crémieux-Briac. C'est édité chez Perrin. Et dans la collection de poche des éditions Perrin, c'est-à-dire dans la collection Tempus, que nous connaissons bien dans cette émission, c'est François Broche qui signe un Bir Hakeim pour le 70e anniversaire de cette bataille. Alors, c'est un anniversaire qui a commencé hier et qui va se prolonger jusqu'au 11 juin. Comptez les jours, barrez-les sur votre agenda, ça vous donnera une idée de l'incroyable courage de ces hommes de Bir Hakeim.